Des voitures empilées comme si c'était des jouets. Des milliers d'habitations sous l'eau, plus de 200 morts. Fin octobre, des inondations dévastent plusieurs communes et villages d'Espagne. Dans les jours qui suivent, le couple royal et les décideurs politiques sont pris à partie par une foule en colère. Les messages d'alerte concernant les intempéries n'ont pas été transmis à temps et la population se sent délaissée par le gouvernement. Elle exige des réponses et des responsables. Des volontaires affluent par milliers dans la zone sinistrée pour venir en aide à leurs compatriotes. Excusez-moi. On n'a rien vu venir. Quatre jours après la catastrophe. À Picaña, dans la banlieue de Valence, ce sont principalement les habitants et les bénévoles qui nettoient la boue et les débris dans les rues. La plupart d'entre eux, comme Diana Tormo, viennent depuis Valence à pied. Cette étudiante se rend chez Fernando Aparicio, son ancien professeur. C'était horrible parce que le réseau a été coupé. Je savais qu'il habitait ici parce que j'avais déjà pris des cours chez lui, donc je lui ai écrit. Tout le monde à Valence connaît quelqu'un ici qui a été impacté par la crue. On essaie de recruter nos proches, nos amis pour aller filer un coup de main. Tout le monde s'efforce d'aider autant que possible. C'est le deuxième jour que Diana passe à Picaña. Retirer l'épaisse couche de boue est un travail de longue haleine. La bouche d'égout est remplie de boue. Ça empêche l'eau de s'écouler normalement. Des milliers de particuliers ont spontanément fait le déplacement depuis Valence, le chef-lieu de la province. On va là où c'est le pire, là où les gens ont le plus besoin d'aide. On ne se connaît pas, mais on veut aider. Il n'y a pas de favoritisme. On ne réfléchit pas, on se serre les coudes. Un soutien spontané, sans organisation préalable. Aucun volontaire n'a reçu d'appel officiel. On est venu à pied de Valence. Ça fait loin, c'est sûr. Mais les gens ici sont vraiment gentils. Ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de volontaires. Mais la police et les autorités ne font rien et ne participent pas aux travaux de déblaiement, par exemple. C'est en train de devenir un problème politique. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais d'après ce que j'ai pu voir à la télé et sur Instagram, l'aide vient surtout des particuliers. Donc, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, tant mieux. 4 jours après la catastrophe, aucune unité d'intervention officielle n'a encore été mobilisée dans le secteur. Pourtant, Picaña est située non loin de Valence et fait partie des zones les plus sinistrées. Je ne peux que remercier toutes les personnes qui sont venues nous aider. Si on s'en est sorti, c'est grâce à eux, et sûrement pas grâce au gouvernement. Les services d'urgence de l'État ne sont jamais intervenus. On en a vu arriver quelques-uns aujourd'hui, mais aucun militaire. Je ne remercierai jamais assez tous les volontaires. Dans les jours qui suivent les inondations, plus de 15 000 bénévoles se mobilisent. Il faut nettoyer pour permettre l'accès aux ambulances et aux secours. Comme dans de nombreuses localités autour de Valence, il n'a pas plu à Picaña. Les précipitations extrêmes dans les villages situés plus haut ont fait déborder les rivières et surtout les ramblas destinées à contenir les crues. C'est un véritable raz-de-marée qui a pris la population par surprise. Gants? Qui veut des gants? Les bénévoles débarrassent les caves, les garages et les appartements du rez-de-chaussée.
Les meubles hors d'usage sont transportés vers une zone centrale située dans une rue plus large. On fait ce qu'on peut, mais regardez la chance qu'on a avec tous ces jeunes. C'est super. Vive la jeunesse espagnole. Après des heures passées à nettoyer et à pelleter, Diana et son amie font une pause. On est tous fatigués, affamés et impatients que ça se termine. Et encore, moi, j'habite pas ici. Imaginez les propriétaires des maisons. À Paiporta, c'est encore pire qu'ici. Et d'après ce qu'on dit, ils ont déjà trouvé 40 morts là-bas. Le 29 octobre, vers 18h30, un torrent inonde Paiporta. L'alerte du gouvernement n'est reçue qu'1 heure plus tard, alors que la ville est déjà sous l'eau. On dénombre pas moins de 62 morts. Même plusieurs jours après la catastrophe, des personnes sont toujours portées disparues. Le sud de Valence et sa périphérie ont été particulièrement touchés. La localité de Paiporta est située sur le Barranco del Pollo, une rambla normalement asséchée, censée protéger contre les pluies soudaines. Mais le jour de l'inondation, selon les données de la Confédération hydrographique, le débit d'eau de la Rambla était supérieur à celui du Nil. Le maire adjoint, Vicent Siscar, ne reconnaît plus sa ville. Il y avait une passerelle. Elle a été emportée. On voit encore les piliers de béton. L'un d'eux est tombé. C'était un pont pour les piétons, il a disparu. S'il fallait en tirer une leçon, ce serait que les populations doivent être alertées plus tôt, plusieurs heures à l'avance, qu'on ait le temps de prendre nos mégaphones pour inviter les gens à se réfugier dans les étages supérieurs. On n'a reçu aucune alerte, juste un petit message signalant que la rivière débordait, c'est tout. L'alerte générale a été donnée à 8 heures du soir. Mais à ce moment-là, la catastrophe avait déjà eu lieu. Excusez-moi. On n'a rien vu venir. Maintenant, il faut affronter la situation, retourner à la normalité, travailler, accepter les critiques, expliquer du mieux possible ce qui s'est réellement passé ici et avancer. Le drame, ce sont les victimes et les familles. Tout le reste, ça se reconstruit. En Espagne, la gestion des catastrophes naturelles est assurée par le gouvernement de la région autonome. Mais il a réagi trop tard. Alors que le service météorologique espagnol avait placé la région en alerte rouge dès le matin, l'équipe de coordination pour la protection des catastrophes naturelles ne s'est réunie que vers 17 heures. Les messages d'alerte ne sont arrivés sur les téléphones portables des habitants que 3 heures plus tard, 1 heure après la crue. Il faudra 2 semaines au président de la région autonome, Carlos Mazón, pour reconnaître d'éventuelles erreurs. C'était affreux. À 18h30, j'ai reçu un coup de téléphone de ma fille. « Maman, où est papa ?» Je lui ai répondu « Il est à la pharmacie. » Et elle m'a dit qu'il fallait qu'il se dépêche de rentrer, que la rivière avait débordé. On s'en serait jamais douté parce qu'il n'avait jamais plu ici. Il n'avait jamais plu une goutte. La tempête est due au phénomène de gouttes froides qui se produit au début de l'automne lorsque les premières dépressions de l'Atlantique, chargées d'air froid et humide, se déplacent au-dessus de la Méditerranée, qui est une zone plus chaude. Ce phénomène est bien connu en Espagne, mais personne n'était préparé à subir un événement d'une telle violence. L'eau est montée jusque-là. Ils ont été obligés de casser la porte pour secourir mon frère resté à l'étage.
Regardez, il n'y a plus rien. Le rez-de-chaussée de la maison de Mercedes Jorge Vidal a été détruit, et avec lui de nombreux souvenirs. J'ai 69 ans et je suis diabétique. J'ai pas de mots. Voyant l'eau monter, Mercedes se réfugie avec des voisins dans son appartement situé au 3e étage. On a porté les petits vieux du premier jusqu'à chez moi. Ils sont invalides, ils ne peuvent pas marcher. Avec ma fille et ma petite fille, on les a portés du mieux qu'on a pu. C'est pour ça que je suis toute cassée. Depuis la catastrophe, la plupart des appartements sont privés d'eau et d'électricité. Regarde, c'est l'eau de la rivière. Depuis son balcon, Mercedes a vu l'eau déferler et détruire sa ville natale. Regarde les voitures. Elles se sont fait balloter dans tous les sens. Il était 6 heures du soir, ou 6h30. Paille Porta, 6h30 du matin. Manuela Peñalba Jiménez travaille habituellement comme secouriste à Ibiza. Elle était en vacances sur le continent lorsque la catastrophe s'est produite et s'est immédiatement rendue dans la zone de crise. Alfafar. Alfafar? Avec 2 F? Ça finit par un Z? Non, par un R. À peine on se familiarise avec un endroit qu'il faut partir ailleurs. Je suis sûr qu'on peut prendre le pont, faire le tour par l'extérieur, en faisant un détour. Si ça se trouve, il est détruit. Non, ce pont-là a tenu le coup. L'ONG SOS Aide sans frontières est composée de secouristes qui interviennent également sur leur temps libre. L'armée a fini par rappliquer, on dirait. Arrivé près d'une école à Alfafar. On prend déjà des trucs ou pas? On va d'abord visiter les lieux. Allons jeter un œil à l'intérieur. Les gens sont vraiment en colère contre le gouvernement. Mais c'est normal, ils ont tout perdu. C'est une honte. Voyons ce que va dire la conseillère municipale. Toujours aucune trace des 7 camions de denrées alimentaires dépêchés tôt ce matin par l'Association des restaurateurs de Séville. Ils devraient pourtant être arrivés. Il y a beaucoup de volontaires. Autant les recruter pour décharger. Je vais en parler à la responsable. Personne ne sait où sont les camions. Le réseau Internet d'Alfafar est coupé. Même les appels téléphoniques ont du mal à passer. Je crois qu'on va distribuer la nourriture ailleurs. Peut-être qu'on devrait simplement la distribuer dans la rue depuis le camion, tant qu'il ne pleut pas. Ils viennent de déclarer l'alerte orange. Quand est-ce qu'ils arrivent? On nous a dit qu'ils allaient arriver. Je suis vraiment stressée. Quand ce sera fini, je pense que je serai rincée. Pour l'instant, mon taux de cortisol est là. On verra quand ce sera fini. Manuela parvient enfin à entrer en contact avec une des conductrices du convoi. Elle dit être dans les embouteillages. Ils t'ont envoyé leur position? Sur le téléphone? Envoie ta position à ce numéro. D'accord. Envoie-la à ce numéro. On vient vous escorter avec la police. On part. Sans plus attendre, Manuela réquisitionne une voiture de police et un agent des forces de l'ordre pour mener à bien sa mission. On est sur l'avenue Albufera. C'est celle-là? Oui. Ils doivent pas être bien loin. Allons voir par là.
Bon, écoute, on est derrière vous. Stoppez les camions. Arrêtez-vous là où vous êtes. On est devant le portail de l'école. Vous êtes devant l'école. Super. On arrive. Bon, bah génial. On fait demi-tour. On n'embête plus personne maintenant. C'est reparti. Un instant, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Il y en a 7? Alors les 7 entrent. Entendu, on entre par là? Non, vous entrez par ici. Les enfants, sortez, s'il vous plaît. Allez, ma puce, va rejoindre ta maman. Tout le monde. Cette voiture blanche est dans le passage. Elle est à qui? Des dizaines de bénévoles se tiennent prêts à décharger le camion. La conseillère municipale, Empar Martin, dirige les opérations. Angela! C'est tout à fait normal. On essaie de gérer au mieux. On veille à ce que personne ne manque d'eau ou de nourriture. Mais à part ça, c'est le chaos. Il faut enlever ces cartons de là. Les gars, ceux-là. En quelques minutes, le camion est presque entièrement vidé. Mais les plats chauds que Manuela voulait distribuer restent introuvables. Les marchandises qu'on attendait ne sont plus là. Tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Il y a bien assez de nourriture. On va aller voir d'autres quartiers maintenant. Retour à Paiporta. Shahzad Anjoum est primeur depuis 15 ans. Avec les inondations et la destruction du magasin, lui, sa femme et leurs 2 fils ont perdu leur seul moyen de subsistance. Le propriétaire des lieux, José Mateo Ruiz, se souvient de la dernière crue survenue il y a près de 70 ans. J'étais là pendant la grande inondation de 1957, mais c'était rien comparé à celle-ci. À l'époque où Shahzad est arrivé à Paiporta, il était sans emploi et avait peu d'argent. Il a alors rencontré José, qui lui a loué le magasin pour une somme modique. Le comptoir était ici. Et là, il y avait tous les fruits, et sur ce mur aussi. Et en bas, il y avait le coca et tout ça. C'était joli. Le matin après la crue, quand je suis entré, il y avait de la boue partout. Le plus important, c'est qu'on soit en vie. Maintenant, on va essayer de s'en sortir. Lui et son bailleur José se sont liés d'amitié. C'est mon propriétaire, mais je le considère comme un membre de ma famille. Cette boutique fait partie de ma famille. 15 ans, c'est beaucoup. Ma porte lui sera toujours ouverte. Je l'aiderai à repartir de zéro. Shahzad offre aux habitants et aux volontaires toutes les denrées qu'il a réussi à sauver dans son magasin. Pour l'instant, il ignore si l'assurance prendra en charge ne serait-ce qu'une partie des dommages. Il veut à tout prix rouvrir son magasin. À Picaña, ce jour-là, les travaux de nettoyage touchent à leur fin. Ici et là, quelques unités d'intervention de l'État s'activent encore. Trop tard aux yeux des riverains. Faites attention, c'est encore couvert de boue. Fernando Aparicio a réussi à sortir sa voiture du garage. Un geste qui aurait pu lui coûter la vie. L'eau est entrée par là.
Elle a enfoncé la porte et a inondé tout le garage. Elle est montée jusqu'au plafond. C'est là que se trouvait la chaudière. Elle a été détruite, évidemment. Quand je suis arrivée hier, il avait déjà passé 4 jours à nettoyer. Et malgré ça, on voyait toujours pas le sol. Hier, on a réussi à retirer une épaisse couche de boue, mais il en reste encore pas mal. On a réuni plein de monde et on s'est tous mis au travail. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sortis. On fait ce qu'on peut, petit à petit. L'arrivée tardive des forces d'intervention espagnoles est le principal sujet de discussion parmi les personnes sinistrées. Pour la plupart, ces retards seraient la conséquence d'une guerre entre partis politiques. Le gouvernement régional est dirigé par les conservateurs, tandis que le gouvernement national est mené par les socialistes. Je suis épuisée. Il faudra certainement des mois avant que Picaña ne retrouve un semblant de normalité. Mario, il va bientôt faire nuit. Le soleil est en train de se coucher. N'oubliez pas de revenir travailler demain. Demain, on verra. Prends soin de toi. Merci, à bientôt. Ouais, à plus. Au revoir, tenez bon, courage. Ciao, adios. Dimanche après-midi, à Alfafar. 3 jours après la catastrophe, de nombreuses routes sont encore fermées. On voulait aller à la maison de retraite, mais c'est impossible. Tout est bloqué. Du coup, on a décidé de décharger le camion ici parce que le bas de caisse est cassé. Comme on est au cœur du quartier, les gens pourront venir chercher ce dont ils ont besoin dans ce bar. Je ne sais pas à qui il appartient, mais il est propre et ouvert. Cet après-midi, il va pleuvoir. Alerte orange. Quand les égouts sont bouchés, c'est alerte rouge. On ira se mettre à l'abri dans les étages au cas où. Allez, par ici! Des volontaires pour décharger? Vous habitez le quartier ou vous venez de plus loin? On vient de Valence. J'irai voir la police après pour leur dire qu'on installe un centre de collecte ici. La nourriture au bar. C'est là qu'on mange, non? L'eau et la nourriture près du bar. Par là. Les vêtements de l'autre côté. Malgré le caractère spontané de l'opération, une grosse dizaine de volontaires, tous des particuliers, se présentent immédiatement pour aider Manuela à décharger. Les besoins en vêtements et en nourriture sont énormes. Bon nombre de personnes ont tout perdu dans les inondations et dépendent du soutien des bénévoles. C'est le cas de Gabriel Montilla, qui habite une rue plus loin et vient chercher des vêtements chauds. Les premiers pompiers et policiers sont arrivés hier. Mais avant, personne. Personne n'est venu. Alors qu'il y avait des morts dans les rues. C'est affreux. Comme on voyait l'eau monter, on est parti se réfugier en haut. Le premier était déjà complètement inondé. Vous imaginez? La nouvelle de l'arrivée de produits de première nécessité se répand rapidement. Tout le quartier est informé de l'ouverture du point de collecte. On a sonné à toutes les portes et les gens commencent à arriver. C'est pour tout le quartier. Ils vont devoir se débrouiller pour l'organisation. Parce que moi, j'en peux plus.
Non, pas de pois chiches, j'en ai déjà. Du riz, il me faudrait du riz. Le camion endommagé est réparé au pied levé par un habitant du quartier. On transportait tellement de nourriture et d'eau que le bas de caisse a tapé contre une planche. On ne pouvait plus rouler. La pièce en plastique qui protégeait le dessous du camion s'est détachée. Mais on a pu réparer. On peut rentrer chez nous. Sous la direction de Manuela, le bar s'est rapidement transformé en point de distribution pleinement opérationnel. Je suis une organisatrice née, mais les catastrophes, je ne connaissais pas. C'est une première pour moi. Ça me plaît bien. C'est une bonne organisatrice. Certains diraient que je suis un peu autoritaire. C'est vrai, ma mère me le dit sans arrêt. Retour à l'école. Pourquoi est-ce que ces foutus militaires ne sont pas là? Parce que c'est un problème de grande ampleur. Tout le monde a besoin d'aide en ce moment, tu comprends? Passe par là, fais le tour du rond-point. Il faut être patient. Le plus important, c'est qu'on soit en bonne santé. Vas-y, vas-y. Ah bah non, on peut pas passer par là. Libérez le passage. On va attendre. Mettez-vous sur le côté au cas où un véhicule arriverait. On estime à plus de 100 000 le nombre de voitures endommagées. On enlève les véhicules pour dégager l'accès au garage. C'est pour ça qu'on utilise notre grande grue. On n'en est pas sûr à 100%, mais on pense qu'il y a encore des gens à l'intérieur. Il se peut que des gens soient coincés. Ça doit faire 8 heures non-stop qu'on pompe l'eau. Mais il va falloir attendre encore un peu pour pouvoir entrer dans les garages en toute sécurité. Dans la semaine qui suit les inondations, le nombre de personnes portées disparues oscille entre 40 et 100. Arrivés à l'école. Ils disent ça pour rien. Le temps est de nouveau en train de changer. C'est trop dangereux de rouler pour le moment. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez rester à l'école et aider ici. Oui. Manuela décide de passer la nuit à l'école. Et voilà la pièce réservée aux pompiers. La plupart des volontaires sont rentrés chez eux à cause des nouvelles alertes. Les gens sont sortis sur les balcons. C'est stressant. On a reçu l'ordre de se réfugier au 2e étage. Ici, il y a des toilettes propres. C'est super. Et là, c'est le dortoir des techniciens d'urgence. Mon lit est là. Ils nous ont même laissé des brosses à dents. On peut regarder le match de foot. On a des sacs de couchage. Et nos affaires sont là. Ces 4 lits sont occupés, mais ceux-ci sont encore libres. Alors qu'elle pourrait être en vacances, Manuela est en mode gestion de crise depuis 5 jours. Dès le début, j'ai été aspirée dans cette situation d'urgence. Mais ce n'est pas mon rôle, c'est celui des équipes d'intervention de Valence. Ma mère a cru que j'étais folle. Bon, ça suffit, je vais me mettre à pleurer. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Une dernière question peut-être? D'accord, mais juste une. Si un village ne répond pas, il faut immédiatement mettre en branle tous les services d'urgence. Les autorités étaient au courant de la catastrophe à venir. Les forces armées et l'aide militaire d'urgence sont là pour ça. Ce sont de vrais professionnels. Et ils auraient dû être déployés dès le premier jour. Tu as quelque chose à ajouter? C'est une honte. En Espagne, les dissensions politiques ne datent pas d'hier. Pour Manuela et de nombreux autres bénévoles, la situation est frustrante. Ils réclament des mesures plus rapides et moins de longs discours. Car il faut se rendre à l'évidence, en raison du dérèglement climatique, les épisodes de fortes pluies se multiplient dans toute l'Europe.